Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale et tous les mercredis il y a le Vera Lifestyle. Nous retrouverons Vera avec ses deux invités, Anne-Zor et Olivia de Bénéarte, qui est un atelier du style. Elle s'appelle Delphine Vespizer, faut-il encore la présenter? Elle se met au vert en tout cas, ça se passera à Marlenheim dans votre Alsace. Le fondateur de la Choucroute, Roger Siffer, 26e revue satirique en mars attaque, très gros succès populaire, c'est même poussé jusqu'au 10 avril et il est avec nous ce soir en plateau. Et en route pour le contournement ouest de Strasbourg, on va parler des routes, mais à qui appartiennent les routes? Comment couper une route? Comment dévier une route? Comment rétablir la circulation? Ça sera en fin d'émission, juste avant évidemment l'information, le JT, Cécile Motz. Bonsoir à tous, les informations de ce mercredi 26 février. À quelques jours des municipales, nous poursuivons notre présentation des candidats des 3 plus grandes villes d'Alsace. Ce soir, partons à Strasbourg, entretien avec Catherine Trottmann, tête de liste pour le Parti socialiste. À Strasbourg, justement, des affiches annonçant l'annulation de l'ouverture du magasin Primark ont fait grand bruit ce week-end. Derrière l'opération, les mouvements Extinction Rébellion et ANV COP21, nous les avons rencontrés. Et puis avant d'atterrir dans un musée, à quoi servaient les tableaux? C'est la question qu'on ne se pose pas et pourtant, aucune œuvre n'a été peinte pour être dans un musée. Alors pour répondre à cette interrogation, direction le musée des Beaux-Arts de Strasbourg. Mais pour commencer, on commence avec ce premier cas confirmé de coronavirus à Strasbourg. La nouvelle est tombée en fin de matinée. Le patient est un homme de 36 ans revenu d'un voyage en Italie. Actuellement hospitalisé au nouvel hôpital civil, son cas ne présenterait pas de signes de gravité selon l'agence régionale de santé. Des investigations sont menées pour identifier les personnes avec qui le patient a eu des contacts depuis l'apparition des symptômes. En France, 17 cas de contamination au Covid-19 ont été avérés depuis fin janvier. 11 patients sont guéris et 4 sont toujours hospitalisés. Les chefs de partis et de groupes parlementaires pourront participer à un point sur la situation à Matignon demain matin. Un numéro vert a été activé pour répondre aux questions, le 0800 130 000. Se laver régulièrement les mains ou utiliser des gels hydroalcooliques sont des réflexes à adopter afin de se protéger de la maladie. Samedi dernier, vous avez peut-être vu cette dizaine d'affiches partout dans Strasbourg et elles annonçaient l'annulation de l'ouverture du magasin de la marque Primark. C'était une action de communication dite pirate, revendiquée ce matin par les collectifs Extinction Rébellion Strasbourg et ANV COP21. Leur objectif, dénoncer l'inaction de la municipalité dans la lutte contre l'implantation d'enseignes qu'ils qualifient de nocives pour le climat et les droits des travailleurs. On écoute Tom Baumer, coordinateur d'ANV COP21 et membre d'Extinction Rébellion. Par rapport à ce magasin, il fait partie ce qu'on appelle de la fast fashion. Dans le monde, il y a 130 milliards de vêtements qui sont produits chaque année pour 7 milliards d'êtres humains. La fast fashion, c'est 2% de gaz à effet de serre, donc c'est plus que l'aviation et le transport maritime réunis. Plus globalement, ça participe à un modèle économique destructeur, puisque c'est la course au bas prix, la mondialisation et la surconsommation en général. En fait, on peut imaginer complètement autre chose pour Strasbourg. C'est d'ailleurs l'objet du deuxième point sur notre affiche qui était le lancement d'un appel à projet pour l'économie sociale et solidaire. On pourrait imaginer des structures de réemploi de vêtements, comme ce que fait Emmaüs, comme ce que fait Oxfam et d'autres friperies à Strasbourg. Nous, on veut un engagement clair des décideurs politiques pour dire non à l'installation de ces multinationales à Strasbourg. De nouvelles actions pourraient être organisées prochainement, notamment à l'ouverture du magasin du centre-ville, ouverture dont la date n'a pas encore été communiquée. Les collectifs souhaitent également interpeller les candidats à l'élection municipale dans le but de discuter du développement économique de la capitale alsacienne.
Les municipales justement arrivent à grands pas. Un nouveau sondage Orange Europe 1 BVA a été publié ce mercredi. Les listes d'Alain Fontanelle et La République En Marche et celle de Jeanne Barséguian d'Europe Écologie Les Verts se talonnent. La liste du Parti Socialiste avec à sa tête Catherine Trottmann serait en 3e position avec 17% des suffrages, suivi par la droite et le centre, mené par Jean-Philippe Vetter. Alors depuis quelques semaines, nous vous présentons justement tous ces candidats. Place ce soir à Catherine Trottmann, un reportage d'Adrien Laby. Catherine Trottmann, 69 ans, numéro 1 de la liste Faire Ensemble Strasbourg. Maire de Strasbourg dans les années 90, actuelle conseillère municipale, elle a pris la tête de la liste socialiste après le retrait de Mathieu Kahn. Voici son projet pour la ville. Je ne suis pas dans les « il faut » ou « il n'y a qu'à », je suis dans les solutions et dans le « comment ». Qu'est-ce qui va changer dans Strasbourg ? C'est la manière d'approcher l'espace public urbain, le prolongement évidemment du transport public, mais en même temps aussi avec le tram, avec des bus, mais aussi de nouvelles solutions. La possibilité de faire en sorte que nous réduisions la pollution atmosphérique, mais avec des solutions pour les personnes qui ont besoin de pouvoir encore se déplacer avec un véhicule. C'est ce qu'on appelle le crédit mobilité. C'est l'ouverture des écoles pour faire dans les cours des îlots de fraîcheur. C'est aussi un travail avec les jeunes, justement, pour concevoir leur espace, pour qu'ils participent à cette transformation de l'espace public. Dans le camp socialiste, on joue la carte de la continuité et de l'expérience incarnée par Catherine Trottmann. Ainsi, la liste compte plusieurs élus de la majorité sortante, mais aussi pour les 2/3 des nouveaux venus en politique. Moins de la moitié des candidats sont membres du PS. Parmi les priorités mises en avant par la liste Faire Ensemble Strasbourg, la création d'un pôle d'excellence de la culture urbaine autour du sport et des arts. Aujourd'hui, sur ce skatepark, vous avez des petits qui s'initient, vous avez des champions, et c'est parfois un petit peu difficile d'avoir les deux sur le même espace. Et donc nous avons besoin à la fois d'avoir des cours, de pouvoir avoir des championnats, et de pouvoir démultiplier les espaces pour les différentes pratiques, et d'avoir aussi de l'expression graphique, de la musique, des studios pour la musique et la danse. Catherine Trottmann et ses colistiers se porteront à la rencontre des Strasbourgeois. Des stammtisch sont organisés dans les différents quartiers de la ville. A noter que les candidats, où qu'ils soient, n'ont plus que 2 mains pour aller faire enregistrer leur liste en préfecture. Vous ne vous êtes sûrement jamais posé la question et pourtant, à quoi servaient les tableaux avant d'enrichir les collections des musées ? Au Palais des Rouen, le musée des Beaux-Arts de Strasbourg propose une exposition pour en savoir davantage. Camille Roland nous y emmène. Sur les murs du musée des Beaux-Arts, les tableaux semblent avoir été toujours là. Pourtant, en y regardant de plus près, l'on découvre que ces œuvres n'ont pas été conçues pour être exposées au public. Avant l'apparition des musées, les tableaux avaient d'autres utilités, religieuses, collections privées ou objets décoratifs. On peut fabriquer des peintures pour différentes raisons. L'une des premières, c'est la religion, la prière, la dévotion. Et on a un exemple ici avec ce tableau de Hans Memling, un polyptyque, qui représente 6 petites scénettes. C'est un objet qui est totalement muséifié. Il est posé sur un socle, sous une cloche de plexiglas, mis à distance des mains du visiteur, alors qu'au départ, le tableau ne ressemble pas du tout à ça. C'est un tableau qui se présentait en fait comme ça, c'est-à-dire qu'il se repliait sur lui-même comme un accordéon, avec le blason du commanditaire en première page, et puis à l'intérieur des scènes qui permettaient de prier. Voilà, avec des scènes parfois très claires, comme la confrontation entre le diable et Dieu. Avant d'être muséifiée, l'œuvre était donc un objet du quotidien. Tout au long du Moyen-Âge, elle était utilisée à des fins religieuses. Ce n'est qu'après la Renaissance que les collectionneurs ont commencé à les accrocher dans leur demeure. 15 exemples issus de la collection permanente du musée sont mis en avant. Ainsi, on peut voir ici un portrait de Richelieu qui a servi de support de travail pour d'autres artistes. Un peu plus loin, c'est un cabinet de curiosité qui a permis de réaliser ce tableau. Ou encore les saintes Engracia et Ursule à l'air innocent, qui cachent en réalité un contexte plus mouvementé. Et certaines œuvres se découvrent là où on ne les attend pas. Les œuvres ont été faites pour différentes raisons, pour différentes fonctions, pour différents endroits. Et de ce fait, elles n'étaient pas du tout accrochées comme on peut les voir aujourd'hui dans le musée, c'est-à-dire justement complètement décontextualisées et puis surtout tout au même niveau. Or, à l'origine, ces tableaux n'étaient pas tous destinés à être accrochés comme ça. Par exemple, on a certains tableaux qui étaient des tableaux de plafond. D'autres étaient faits pour être accrochés sur des cheminées.
au-dessus d'une cheminée, eh bien, le tableau est accroché beaucoup plus haut que ce qu'il est accroché dans un musée. Et donc on se rend compte que le regard ne se pose plus au même endroit que l'endroit où il se pose aujourd'hui, quand on découvre le tableau. Vous avez un personnage qui est dans une peinture de plafond. On a vraiment une impression de profondeur quand on le voit depuis le sol, alors que quand on le regarde accroché au mur, il était un petit peu plus plat. D'autres étaient faits pour être accrochés sur des cheminées. Au-dessus d'une cheminée, eh bien, le tableau est accroché beaucoup plus haut que ce qu'il est accroché dans un musée. Et donc on se rend compte que le regard ne se pose plus au même endroit que l'endroit où il se pose aujourd'hui, quand on découvre le tableau. À partir du milieu du 19e siècle, les premiers musées d'artistes contemporains apparaissent. Ainsi, les peintres commencent à créer dans l'idée que leurs œuvres pourraient être exposées. Et cette exposition est à découvrir jusqu'au 20 septembre. Un mot de hockey sur glace pour finir avec la victoire mulhousienne en play-off de Ligue Magnus hier soir. La phase finale du championnat s'est ouverte. À Amiens, les hockeyeurs des Scorpions l'ont emporté 4-3 en prolongation. Deuxième manche dès ce soir, il faudra que les Mulhousiens accumulent 4 victoires afin de se qualifier pour les demi-finales. Et comme toujours, on termine ce journal avec ce soir l'image du jour de Olivier Anne. Nous ne sommes pas égaux face aux AVC. L'accident vasculaire cérébral est un problème de santé publique majeur en France, avec plus de 110 000 personnes hospitalisées chaque année et 31 000 décès. Une étude vient de montrer des écarts significatifs selon le département de résidence. Les taux de létalité, traduisés de morts dans les 30 jours, varient de 8,1% à Paris à 14,2% dans les Vosges. Et les 2 départements alsaciens s'en tirent plutôt bien, avec des taux de 9 à 10%. Un résultat dû notamment à la densité de lits en unité de soins intensifs neurovasculaires. Excellent journal, merci beaucoup Cécile. À demain, on accueille le plateau du soir, Vera et ses invités. Venez Olivia, venez Anne-Zor, on va parler de l'atelier du style. Et avec nous Roger Siffert de la Chouk pour la revue En Mars Attaque. C'est un énorme succès, c'est même prolongé jusqu'en 10 avril. On en parle évidemment juste après la météo de Célia. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre bulletin météo de ce jeudi 27 février. C'est une météo capricieuse qui nous attend en ce jeudi et dès le lever du soleil. Vous le voyez, des pluies et même des giboulées par endroits déjà, notamment des crachats de neige prévus du côté de Wissembourg. Ce sera d'ailleurs le cas sur la majeure partie du territoire alsacien avec beaucoup plus de pluie. Vous le voyez sur le reste de l'Alsace, on verra encore un petit peu de soleil mais plus grand chose et un temps bien humide et un ciel très chargé dans le sud du Haut-Rhin. Côté Mercure, ça se rafraîchit nettement en ce jeudi matin. Les températures pourront même être négatives quand on sortira des grandes villes et notamment sur le ballon d'Alsace. 1 degré prévu sur l'ensemble de l'Alsace en ce jeudi matin et jusqu'à 2 degrés la maximale du territoire transfrontalier. Ce sera pour Karlsruhe. L'après-midi, on reste sur cette lancée avec toujours beaucoup de pluie, un ciel très chargé et toujours des crachats de neige prévus dans le nord du territoire alsacien. Cette fois, on ne verra plus le soleil et ce sera le cas également chez nos voisins allemands et suisses. Côté Mercure, ça grimpe que très légèrement en après-midi. 3 degrés la minimale, ce sera pour Wissembourg, 4 degrés pour Saverne, 5 pour Strasbourg et 6 degrés sur l'ensemble du Haut-Rhin. Jusqu'à 7 degrés, ce sera pour Bâle. On jette un coup d'œil sur le jour suivant maintenant, vendredi, et c'est une journée qui s'arrange, vous le voyez. Beaucoup plus de soleil malgré des nuages bas qui persistent et des températures de 8 degrés sur l'ensemble du territoire transfrontalier vendredi au meilleur de la journée. Jeudi, nous serons donc le 27 février, ce sera la Sainte Honorine. Le soleil se lèvera à 7h15 pour se recoucher à 18h08. On gagne encore 4 minutes de soleil. Voilà, je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20 et je vous retrouve demain. Salut! Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Et on est toujours très heureux de l'accueillir, Roger Siffert de la Chouk. Comment ça va, Roger ? Ça va très très bien, je reviens du Val de Villers où il fait un temps splendide évidemment. Bah ouais, ça se passe même plutôt bien parce que c'est l'actualité aussi. Dès qu'il y a des municipales, dès qu'il y a des élections, évidemment ils sont très contents les cabaretistes. C'est le moment tous les 6 ans où vraiment dans la plume on peut s'éclater.
c'est un peu compliqué parce que tout change. Nous, on écrit à partir de septembre. En septembre, Herman était encore là, Bis était encore là, Mathieu Kahn était encore là. Donc, il faut qu'on ajuste sans arrêt et qu'on mette des petites infos pour montrer que ça change, quoi. Voilà, c'est vraiment une des questions en fait, que je voulais vous poser, c'est de dire est-ce qu'une revue c'est figé, d'accord, mais on apprend que Catherine Trottmann, qui n'était pas prévue au départ, en tête de liste évidemment, arrive. Est-ce que vous vous retrouvez avec l'équipe de la Chouk à réécrire? Nous, on l'avait prévu sur l'affiche. On l'a prévu, elle revient en revenant avec un drap sur la tête. Ouais. Donc les sketchs étaient prévus. Mon seul regret, c'est que sur l'affiche, il y a aussi Fabienne Keller qui visiblement tarde à revenir, mais c'est elle qui est en fait cachée sous le drap. Voilà, alors effectivement, on voit bien Fabienne Keller en bas. On voit bien Catherine Trottmann, qui a changé de couleur de cheveux. Voilà, ça peut repasser par un graphiste. Et la personne, le Liti, là, que vous avez complètement à droite, c'est qui? C'est Fontanelle, évidemment. C'est Alain Fontanelle. Ok, ils doivent être contents quand ils se voient, les gars. Oui, non, ça va. Ils viennent, la plupart des politiques viennent. Et c'est un grand changement par rapport à il y a 30 ans où le cabaret était un peu sulfureux et mal vu. Maintenant, ça fait partie d'une situation culturelle de cette région-là, en tout cas. De l'Alsace. De l'Alsace, oui. Voilà, ça marche super bien. Germain Muller, on le sait avec le Barabli. Vous, depuis des années, il y a les scouts aussi qui marchent bien. C'est qu'il y a un vrai public d'année en année. C'est extraordinaire. Il y a plus d'une trentaine de troupes en Alsace. Ouais. Rien que dans le Val-de-Villers, il y a 3 cabarets satiriques qui jouent à guichet fermé. Bon, on recevra la boutique demain, on fera un petit point demain avec vos copains. Moi, ce que je vous propose, c'est de voir un petit extrait, et je l'adore en plus, cet extrait. Vraiment, je me suis marré au bureau cet après-midi en le cherchant. Extrait de En Mars Attaque. Regardez. Oh yeah, il y a du monde. Oh yeah. Hey, salut, comment ça va? Mais t'es venu, c'est cool. Hey. Tous les alcooliques sont venus. C'est bien. Chef, ouais. Monsieur le maire! Oh yeah! Monsieur le maire, comment ça va? Yeah! Sorti de prison, alors. Ouais, ça y est, hein? Ça passe vite finalement. Hein? Yo, c'est parce qu'il y a la télé, hein? Ça passe, hein? Il y a la télé avec les chaînes. Voilà, moi j'ai évidemment adoré. Comment ça s'écrit? Comment vous écrivez ensemble? On est une dizaine à écrire, donc moi je fais surtout les chansons en alsacien, mais il y a une dizaine d'auteurs, ce qui nous permet d'avoir de la matière, quoi. Et par exemple, ce thème, il existe dans les 2 versions. C'est donc le gyrovert en français, c'est-à-dire quand les flics, quand ils sont bourrés pour pas que les autres soient accidentés, ils mettent un gyrophare vert sur la tête. Alors que dans la version alsacienne, c'est moi je fais l'éthylotest, mais qui marche pas parce que je suis bourré évidemment. Donc c'est un flic qui vient souffler, qui lui aussi est bourré. Donc c'est un traitement complètement différent, mais sur une thématique qui est la même, quoi. Voilà, il faut rappeler effectivement que la performance, en fait, c'est que ça se joue le même soir, au même moment, en alsacien et en français. Oui, c'est un peu schizophrène, je dirais. Il arrive qu'on se gourde de langue. Il suffit qu'un public soit un peu meilleur que l'autre pour que les trous soient énormes. C'est-à-dire que tout à coup, tu es obligé de monter sur scène ou tu pousses quelqu'un sur scène en disant on va raconter une connerie, les autres ne sont pas prêts. C'est lié à 10 secondes, quoi. Chaque sketch est lié à 10 secondes près. Et que changerez-vous après le 2e tour? On a déjà décidé, on vire le sketch. Il y a un sketch sur Harry Potter où Roland Ries, il prend le petit Fontanelle par l'oreille en disant que c'est son chéri. Et il y a donc Trottmann qui apparaît, Keller qui apparaît. Il y avait Mathieu Kahn qu'on a déjà viré. Et donc celui-là, on va carrément le faire disparaître. C'est parce que les résultats sont là. Tant que l'école de magie fonctionne et que tu peux influencer les candidats, que Ries peut influencer les candidats. D'ailleurs, on dit que dans le sketch, il paraît que Ries c'est de gauche maintenant, mais il ne le sait pas encore. Voilà, donc de tout ça, on peut encore profiter jusqu'au 22 mars. Oui, après le 22 mars, c'est le seul sketch qu'on va virer. Et il y a d'autres sketchs un peu politiques qu'il faudra enlever ou le reste? Il y a beaucoup de sketchs politiques, mais qui sont liés à la mécanique des municipales. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, Suzanne vient avec moi pour se plaindre des odeurs des vaches qui passent devant le lotissement. Donc le maire dit j'espère que vous voterez pour moi aux prochaines élections. On ne peut pas, vous êtes pour la République en marche. Nous, on a toujours voté écolo. C'est pour dire qu'ils font chier le monde avec les bruits des animaux, mais qu'en même temps, ils se prétendent écolos. C'est sur les municipales, mais sans être précis au niveau de... Ça marchera encore jusqu'au 10 avril. Oui. Alors, une chose, vous l'avez dit, c'est votre partie à vous, c'est clairement d'écrire des chansons extraits. Entre l'Alsace et la Bretagne, il n'y a que l'amour qui nous sépare. La dégustée plein de melon, la même chanter comme les Bretons, qu'il veut uniquement sur les cons. Une bigoudelle l'invitée, sur
le chouchen, il a forcé, sa libido affiche zéro. Voilà, excellent Bisotto, évidemment, vous le releviez à l'instant. Ça, c'est l'écriture aussi bien des sketchs que de la musique. Qu'est-ce qui fait que cette année, c'est un succès incroyable? Il y a des écritures très diverses, il y a une dynamique, il y a tout en même temps. Nous avons perdu nos metteurs en scène, Pierre Dippenal et Louis Ziegler, qui se sont installés dans le sud, et donc on a dû trouver des nouvelles têtes. Donc c'est Céline Daboukir, qui est une jeune femme, qui fait la mise en scène. C'est Fanny et Justine, 2 jeunes danseuses qui font les chorégraphies. C'est Cyril, j'ai que des filles, c'est Cyril qui fait la lumière. Donc il y avait les dinosaures ont eu intérêt à se dresser sur leurs pattes arrière pour se battre, mais en même temps ce sang neuf et cette écriture très diverse ont fait que, si on connaissait la recette, on aurait des revues qui marchent tous les ans. Donc ça veut dire un peu plus de filles, un petit peu à la mécanique aussi, c'est pas mal quand même. Et c'est des filles qui ont... Il y a les danseuses au moins de 30 ans, Céline a moins de 40 ans, Cyril a 40 ans, c'est des pros, mais qui en veulent et qui sont inventifs, je veux dire, c'est extraordinaire. Il y a un truc sur Stroman et Gilbert Meyer. Oui, il y a Stromanix qui veut boire la potion magique alors qu'il est tombé dedans quand il était petit. Il y a Chili Bébert qui évidemment a toute une stratégie pour être réélu. Il y a Klinkertix aussi qui vient, et moi je lui chante une chanson, elle dit non, plutôt que moi je suis Siférix, quoi. Puis elle a dit plutôt que tu me chantes une chanson, je préférais bouffer un Lorrain mort. Donc il y a tout un Astérix, il y a pas mal de pastiches de BD, quoi. Voilà, ça joue ce soir hein? Ça joue ce soir, oui, ça joue tout à l'heure, puisque BD on a le droit de le dire au théâtre, il n'y a qu'au Racing que tu n'as pas le droit de le dire contre l'arbitre. Oui, c'est vrai. Exactement. On est en direct, il est 19h18, dépêchez-vous d'aller à la Chouque, sinon on peut encore y aller jusqu'au 10 avril. Gros succès en mars Attaque pour qu'il y ait une prolongation quasiment d'un mois et demi. Vous restez bien sûr avec nous, Roger. À suivre, c'est Vera avec ses 2 invités, Olivia, Anzor. On va parler d'un atelier qui est très étonnant. Vous allez tout nous décrire dans quelques instants. Il y aura également Delphine Vespizer et En route pour le contournement ouest de Strasbourg. Ça sera le magazine. Et tous les mercredis sur Alsace 20, le Vera Lifestyle. Salut à tous, alors aujourd'hui je vous propose une chronique beauté et bien-être. On commence tout de suite par une interview avec Olivia et Anzor qui sont venus aujourd'hui pour nous parler de leur entreprise qui s'appelle Bene Arte, qui est un atelier du style. Alors Bene Arte, c'est quoi ? Donc en fait, c'est pas justement la beauté, mais c'est l'art et la beauté. C'est important pour moi parce que je suis une personne très artistique et donc tout ce que je peux avoir à travers de ma vie, j'aimerais bien aussi mettre dans le domaine de beauté. C'est-à-dire que je me suis un peu dirigée vers le domaine de beauté des ongles. Et pour moi, c'est important de faire la technique, la maîtrise de cette technique, avec la maîtrise de beauté, la maîtrise de tout ce que je sais faire en artistisme, de mettre ensemble. Et pour moi, c'est très important. Alors, vous êtes un institut, en fait, pour résumer, où vous proposez différentes prestations et vous avez l'habitude d'utiliser des méthodes russes, c'est ce qui vous différencie. Mais pourquoi, justement, ça vous Exactement. J'ai cherché beaucoup et j'ai trouvé que déjà, j'ai appris toute cette technique en Lettonie, d'où je viens. Et je me suis dit que c'est la technique la meilleure pour travailler en profondeur, les ongles, la cuticule, tout ce qui est autour des mains. Donc ça rend les mains beaucoup plus jolies, il n'y a plus d'affinition, ça rend vraiment sublime. Et je me suis dit, c'est là où ça manque ici à Strasbourg, c'est ça ce que je devrais faire. Alors aujourd'hui, la tendance, c'est de faire des instituts dans des appartements. Alors la contrainte, c'est qu'on n'a pas de vitrine sur l'extérieur. Comment ça se passe alors pour faire accueillir, pour en fait avoir plus de clients? Comment faites-vous la communication, tout ça, comment ça se gère? En fait, ça s'est fait naturellement. Vera, en fait, ça s'est passé au début par une obligation, mais ensuite, c'est devenu complètement naturel et aujourd'hui, les clients apprécient. Le fait qu'on se concentre sur eux, mais pas sur le fait d'être sur les vitrines où c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des salons où on voit les gens se faire maquiller, se faire belles et jolies. Tandis que là, en fait, ces personnes-là sont dans un petit cocon, ils se font plaisir. On est là pour les
pour les bichonnets. Vous êtes en étage donc. En fait c'est ça. C'est dans un immeuble. Le principe en fait c'est de rester dans un enclos si vous voulez dire et ne pas attirer l'œil du extérieur parce qu'en fait on ne fait pas les prestations sur rendez-vous, on fait que sur rendez-vous, pardon. Mais il n'y a pas de passage à l'improviste, c'est vraiment que sur rendez-vous. Alors vous avez plusieurs prestations, vous faites du microblading, vous faites de l'onglerie notamment. Est-ce que vous avez une prestation star aujourd'hui ? Oui, je me dis, j'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui, c'est quoi notre prestation de star ? Si c'est moi, je suis la star. C'est un argument de vente, hein. C'est ça. Non, en fait, on reçoit des appels en disant, est-ce que vous faites du shellac ? Du shellac. Qu'est-ce que c'est ? Une bonne question. Donc en fait, c'est le vernis permanent qui existe sur le marché depuis des années. C'est une marque américaine qui a lancé le vernis semi-permanent. Et du coup, aujourd'hui, à la place de demander juste la pose de semi-permanent, ils demandent du shellac, en sachant que derrière, il y a aussi une manicure affinée, donc manicure russe qu'on nous on fait. Donc par le principe, ils demandent ça. Donc voilà, simplement qu'on dise le shellac. C'est votre produit star. Hein. C'est ça. Par ça, ils pensent que ce sera bien fait. La cuticule elle sera bien enlevée, tout sera super propre. Les ongles ils vont tenir 4 semaines et ce sera avec un bon produit qui n'est pas nocif. Alors vous avez aussi un avantage compétitif assez important, c'est au niveau du prix. Exactement. En fait, le prix, c'était aussi une attraction. En fait, on essaie de pratiquer les prix intéressants. Et en même temps, il n'y a pas que le prix, en fait. Dans l'histoire, il faut comprendre que j'ai fait un test en essayant d'appeler d'autres salons. Je ne dis pas lesquels ni quoi que ce soit. Mais, par exemple, en fait, quand on demande une prestation qui dure chez nous 1h15 minutes, par exemple pour les ongles, pour le shellac en question dont Olivier a parlé à l'instant, dans d'autres salons, il se peut que ça se passe en 1 demi-heure, 45 minutes. En fait, nous, on s'applique vraiment, on essaie de faire vraiment les choses jusqu'au bout. Par exemple, il y a aussi des prestations comme la pose de cils, qui prend beaucoup de temps. C'est vraiment le temps qu'il faut comprendre. Et vous êtes moins cher quand même que les autres. Oui, voilà. On reste moins cher et en même temps, voilà, on s'applique. Voilà, si vous avez envie de faire un voyage dans l'Est et aussi donc profiter de leur expertise, vous avez les informations qui s'affichent en dessous. Voilà, mais je sais que vous avez encore des petites infos à nous donner, Vera. Alors Lionel, connaissez-vous le soin Aroma Touch ? Parce qu'on reste dans le bien-être. Moi j'apprends que des choses, là, entre les ongleries, les cils et l'Aroma Touch, rien. Alors c'est un massage doux qui consiste à appliquer des huiles essentielles, alors 8 exactement, vous allez voir les images. C'est de la qualité thérapeutique, donc on place sur les méridiens du corps, on part du dos, on remonte vers le crâne et les pieds, donc il y en a pour tout le monde. Cela permet entre autres de réduire le stress, soutenir le système immunitaire ou encore de diminuer les inflammations, détente assurée. Et un petit coup de cœur pour finir. Alors j'ai découvert le week-end dernier la lithothérapie. Alors vous allez découvrir tout de suite ce que c'est. Ce soir, hein. En fait, il y avait un atelier de fabrication de bracelets en pierre naturelle qui se passait donc chez Univers Quantic Shop. La séance commence par un temps de méditation pour se mettre dans le truc, puis de confection avant la compréhension de vos choix et l'analyse des pierres choisies. Enfin, on apprend à purifier, énergétiser et programmer les pierres. Et si vous êtes intéressé par un atelier, le prochain a lieu le 21 mars. Voilà, toutes ces infos, on les retrouve bien sûr sur l'Instagram de Vera, sur le Facebook, et également le Facebook d'Alsace 20. Merci beaucoup Vera, merci Anzor, merci beaucoup Olivia. Très heureux d'avoir reçu vous sur le plateau merci ce soir. Roger, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour En Mars Attaque ? De tenir le coup. Mais oui, c'est le record absolu au moins depuis 10 ans. C'est-à-dire que ça va être le record absolu parce que en 2007, on a fait plus de 15 000, mais on a joué 110 fois. Parce que là, on va jouer moins de 100 fois en atteignant les 15 000. Donc on a un taux de remplissage de 98,5%. Elle est pas belle la vie ? Ouais, elle est belle. Voilà, vous pouvez retourner dans le Val de Villers ce soir tranquille. Ouais. Sur un Moto Guzzi. Sur la Moto Guzzi, et oui, c'est un collectionneur de motos. Ça a été évidemment un plaisir de vous recevoir tous. Dans un petit instant, on va s'intéresser au contournement ouest de Strasbourg, sur ces routes qui sont parfois coupées, parfois déviées. Comment ça se passe ? Qui travaille ? Quelle est la responsabilité, soit de Vinci, soit du conseil départemental ? Avant cela, on va prendre un petit peu l'air avec Delphine Vespizer. Votre Alsace, c'est parti. Au Cèdre, dégustez une cuisine libanaise faite maison avec des ingrédients de qualité en plein cœur de la Cruteno à Strasbourg.
Pinhunter, aujourd'hui je vous emmène à Marlenheim. On va découvrir un passionné comme on les aime tant. Aujourd'hui, il s'agit de Georges. Bonjour Georges. Bonjour Delphine, comment vas-tu? Ça va et toi? Merci. Bienvenue dans mon village. Je suis ravie de te rencontrer parce que j'ai beaucoup entendu parler de toi. Ici dans le secteur, tu es très connu comme passionné, touche à tout. Et tu sais transmettre ton plaisir et l'amour que tu as dans la vie, quoi. Oui, tout à fait. En tout cas, il est magnifique avec ton cheval. Tu partages aussi la passion de la nature. Voilà, donc j'aime bien, je travaille avec lui, je fais de la calèche, évidemment. C'est un cheval de trait. C'est un cheval comtois que j'ai depuis 3 ans. Ok. Je fais du débardage, ça veut dire sortir du bois de la forêt. Alors justement, toi, quand tu vas en forêt aussi, pour toi-même, tu aimes faire le bois. Généralement, le bois, c'est un peu une contrainte. On doit faire du bois pour se chauffer. Toi, tu aimes faire ça et même à l'ancienne. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien travailler. Alors évidemment, je coupe du bois avec une tronçonneuse, mais je travaille essentiellement. J'aime bien transmettre cette passion d'aller en forêt, redécouvrir la nature, les arbres, et également finalement avoir un résultat, c'est-à-dire voir monter un tas de bois avec du bois. Donc ça, c'est une satisfaction, c'est un plaisir. Ça, c'est un plaisir. Bon, c'est pas mon seul plaisir, évidemment. Okay. J'en ai d'autres. Hein. Mais voilà, ça fait partie de l'activité. Je reçois aussi des enfants, des touristes, des scouts et les Strasbourgeois. Les Strasbourgeois aiment bien venir. Je leur propose des chantiers de bûcheronnage. Pour se mettre au vert, alors ? Voilà, je leur fais couper du bois. Je fais couper du bois aux Strasbourgeois. Pour les mettre au vert, également, il y a d'autres ateliers manuels. Si tu veux, je viens te les présenter. Avec plaisir. Ok, tiens. Je prends la brosse, viens, suis-moi. C'est trop bien. Mais on sent que c'est paisible chez toi, c'est vraiment chouette. C'est... Ah, et vous, monsieur, vous êtes Jérôme. C'est lui alors? Voilà, donc ça, lui, c'est White, hein? C'est White ou Jérôme. Alors, il y a le cheval s'appelle Spirit et White, ça fait White Spirit, en fait. Voilà. C'est trop chouette. Et lui, il t'accompagne tout le temps partout aussi. Alors, tu verras, après, il va monter sur la calèche avec nous, il va me coller, il sera entre toi et moi. Tu ne pourras pas me toucher. C'est vrai? Impossible de me toucher. De consacrer sa vie à une multitude de passions. Ça te vient de où, le fait d'en avoir comme ça tellement? Je crois que j'ai eu des parents fantastiques, tout simplement. Ils m'ont appris à aimer la nature, à aimer les autres, à aimer les animaux. Voilà, C'est comme ça. Oh, on adore. Tiens, alors moi je suis venu avec mes verres parce que je vais te faire goûter à ma boisson. Je fabrique une boisson à base de plantes, ça s'appelle la Freinette du Marlenberg. Marlenberg, c'est la montagne du village. Georges, on sent en toi beaucoup de poésie, beaucoup de créativité et aussi une sensibilité vraiment importante, non? Oui. En fait, tu sais, mes parents m'ont appris beaucoup de choses et m'ont appris à aimer la nature, les animaux, les plantes, mais oui, j'aime bien transmettre. Peut-être que c'est inconsciemment un besoin de reconnaissance, peut-être. Voilà, un moyen d'être aussi écouté, entendu, admiré aussi d'une certaine manière, de transmettre quelque chose. Plutôt transmettre et puis partager. Partager, c'est important. Et avec les animaux, avec Spirit, avec White, avec toi, on passe un bon moment. Voilà, j'espère que tu vois, ça fait des bons souvenirs à partager. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait partager ta passion. C'était très sympa. Et nous, on se dit Marotskiet et à bientôt. Vas-y, ouvre, jusqu'à ce que je puisse positionner ce morceau de frêne. Vas-y, encore. Ah ouais? Voilà, tu peux y aller, hein. Tu peux accélérer. Voilà, stop, et maintenant...
Et bienvenue mesdames et messieurs dans le magazine En route pour le COS. Chaque mois, Alsace vous fait part avec des experts de ce chantier hors norme. Alors aujourd'hui, on s'intéresse aux routes. Savez-vous à qui appartiennent les routes? Qui doit entretenir les routes? Comment on fait pour couper une route et rétablir après la route pour les usagers? On en parle aujourd'hui avec Vincent Lobreau, chef d'agence Eurovia. Bienvenue. Merci. Et avec nous Étienne Burger, conseiller départemental du Bas-Rhin. Bonjour Lionel. On est ravis de vous accueillir. On va commencer avec vous. Pour le grand public, une route, c'est une route. C'est noir, ça tourne, voilà. C'est un petit peu plus complexe que ça. C'est combien de kilomètres de route que le conseil départemental doit gérer? Le conseil départemental, c'est-à-dire le département du Bas-Rhin, est gestionnaire de 3420 km de routes départementales sur l'ensemble du territoire du Bas-Rhin. À ce titre, il en assure l'exploitation du trafic, qui comprend en particulier la viabilité hivernale, l'entretien courant et la maintenance programmée des chaussées, des 1800 ouvrages d'art, des 1400 murs de soutènement et des équipements comme les glissières, le marquage ou la signalisation. Voilà, et l'hiver, vous avez dit, c'est pour saler les routes aussi. Saler les routes. Ça fait partie des prérogatives du département. Circulables. Combien ça coûte d'entretenir ces routes à l'année? Le budget qu'a inscrit le département pour l'année 2020 est de 50 millions d'euros, qui comprend des constructions de routes neuves, comme le contournement de Dossenheim, mais également l'entretien des chaussées, tous les travaux que demande une route adaptée à la circulation automobile. Voilà, 50 millions d'euros, c'est pas neutre dans un budget quand même. C'est une dépense très conséquente. Vincent Lobreau, on voit là justement les déviations, on va en parler, on voit ces routes. C'est combien de ponts que vous devez construire sur les 24 km du contournement ouest? Donc sur le contournement, il y aura une cinquantaine d'ouvrages, donc il y en a dont une vingtaine qui concernent uniquement des rétablissements routiers, une dizaine qui concernera des rétablissements de chemins agricoles, et les 20 derniers seront des aménagements écologiques. Par exemple, ce sera des rétablissements de cours d'eau ou des passages petite faune ou grande faune. Vous pilotez tout cela, une cinquantaine d'ouvrages, me dites-vous. Actuellement, on en est à quoi? On fait les 50 en même temps? On fait pas après pas? Non, donc ça a été fait par priorité. Aujourd'hui, on est sur la fin. Il reste que quelques ouvrages à finir. Donc on va attaquer maintenant les rétablissements routiers dans la partie définitive. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Alors pour construire le COS, Vincent Lobreau, vous le disiez, 24 routes ont dû être coupées. Comment on procède? Comment surtout on minimise l'impact pour les riverains, forcément? Exemple sur la RD 31 entre Pfettisheim et Pfulgrisheim. Regardez. Sur chacun des ponts qui franchit la future autoroute, le challenge est le même. Couper ces départementales le moins longtemps possible. La parade, c'est de créer de petites déviations pour contourner chacun des chantiers. Ce type de travaux va nécessiter, en travaux préliminaires, de réaliser une déviation provisoire. Donc de pouvoir laisser la circulation, la faire contourner le futur établissement. Donc il y a, en travaux préliminaires, un véritable chantier de 500 mètres linéaires de voirie à créer pour pouvoir dévoyer la circulation. Avec ici un handicap particulier, cette ligne à très haute tension de 225 000 volts qui surplombe l'ouvrage et qui doit donc être coupée à certaines étapes du chantier. Après, le principe est simple, une fois le pont achevé, on ouvre le trafic dessus et on enlève la déviation pour continuer le tracé de l'autoroute. C'est vraiment les finitions. Là en fait on a fini les pieds droits. On attend juste maintenant de passer le rétablissement de chaussée, donc c'est-à-dire de repasser la voirie dessus pour ouvrir en dessous et continuer sur la trace. La circulation sur la départementale devrait être basculée sur le pont et sur sa voie définitive courant avril, après une coupure totale lors des vacances scolaires de Pâques. Voilà, Étienne Burger, on l'a vu, que de contraintes. Il faut temporairement couper la circulation, la remettre après en voirie. Vous avez votre mot à dire, vous, sur le calendrier, parce que c'est compliqué à gérer. Avant toute chose, il faut préciser que conformément à la loi et au terme du contrat de concession du COS, la propriété de la totalité des routes rétablies reviendra in fine au département. Vinci construit donc pour le compte du département des courtes sections de route. Et donc, dans ces conditions, le conseil départemental a bien évidemment son mot à dire sur le sujet.
tant sur les projets de rétablissement que sur les calendriers et la durée des travaux. Oui, sauf que, à mon avis, parfois, ils doivent vous dire, là, il faut absolument qu'on coupe, et il y a des riverains qui doivent faire un peu la tête. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, allez-y les gars, il faut faire le boulot. Voilà, ensuite, il est normal que dans le cas du COS, il faut quand même tenir compte des difficultés, de l'avancement général du chantier et des impératifs techniques qui s'imposent à chacun d'entre nous. Et je pense qu'on a trouvé la bonne formule de collaboration entre Vinci, entre les constructeurs de cette autoroute et le département pour minimiser un peu les impacts sur la circulation routière de tous les jours. Bah oui, c'est un chantier qui dure quasiment 2 ans. Comment vous travaillez ensemble sur les calendriers, Vincent Lebros? Alors, initialement, on a mené des réunions en commun afin d'échanger sur les modalités de réalisation des ouvrages, avec comme thématique de décider ensemble comment limiter l'impact sur les usagers. Par exemple, il a été décidé initialement de construire les ouvrages en parallèle des anciennes routes et de telle sorte qu'il y ait des perturbations au niveau des usagers que lors du raccordement de l'ancienne route sur la nouvelle. Voilà, et c'est ce qu'on va voir justement avec un chantier qui est terminé. C'est entre Oberhausbergen et Stutzheim. C'est un pont qui franchit, vous allez le voir, le chantier de l'autoroute, et c'était plutôt intelligent. Ils en ont profité pour anticiper la mobilité future avec une piste cyclable et une ligne de bus intégrée. Regardez. Ce pont, sur la RD 41, a été l'un des tout premiers à être réalisé. Situé quasiment au milieu du tracé, il permet de communiquer directement entre les parties nord et sud du chantier. Ici, la route appartient au département. Les discussions en amont ont notamment permis de rectifier le tracé. Ici, le tracé d'origine, en sortant de Stutzheim, faisait un grand S qui passait là à gauche du bassin. Un grand S qui allait rattraper ensuite la courbe côté Oberhausbergen. Et nous avons profité de ce rétablissement pour tirer plus droit, avoir une trajectoire plus rectiligne entre Stutzheim et la courbe à l'entrée d'Oberhausbergen, un peu plus à l'est. Légalement, c'est au concessionnaire de l'autoroute de construire le pont qui permet de franchir son tracé. Et le département, déjà propriétaire de la route, devient aussi le propriétaire du pont et peut donc en profiter pour avoir quelques exigences. Nous avons demandé à Socos d'intégrer un projet de piste cyclable sur l'ouvrage dans le profil en travers du pont. De même, et là c'est un peu spécifique, et c'est sur le seul ouvrage où nous l'avons demandé sur tout le projet du COS, nous avons demandé à ce que soit intégrée une surlargeur qui puisse permettre la réalisation, peut-être dans plusieurs années, voire même plusieurs dizaines d'années, d'une voie bus à haut niveau de service, à l'image de ce qui se fait pour le TSPO actuellement entre Wasselonne et Strasbourg. L'accord porte aussi sur l'entretien du pont pour les prochaines années. Au département, la charge de la chaussée, mais tout le reste, structure, assainissement, étanchéité, est à la charge du concessionnaire de l'autoroute. Alors Étienne Burger, est-ce qu'il y aura demain un bus qui circulera sur cette voie? C'est une très très bonne question. Vous savez que le département, aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2017, n'est plus organisateur des transports. Mais en étant gestionnaire de près de 3500 km de route, il est normal qu'on s'intéresse à la mobilité de l'ensemble des Barinois. En tout cas, la route le permettra, c'est ce qu'on peut dire. Voilà, et c'est bien ce que nous avons voulu à travers cet exemple pour le CD 41, donc entre Stutzheim et Oberhausbergen. Vinci a construit un nouveau pont et nous avions des exigences en matière d'équipement, c'est-à-dire prévoir l'emplacement pour une piste cyclable, prévoir l'emplacement pour la circulation d'un transport en commun, en site propre, tel que le TSPO qui est en train d'être réalisé sur anciennement National 4 et 1004. Et donc, nous avons profité du travail autoroutier, pour, à travers des aménagements fonciers, également prévoir au niveau des communes et de la communauté de communes le foncier nécessaire à établir justement ces voies bus
et cette piste cyclable. Ça, c'est une bonne opportunité, Vincent Lebros, pour des communes, de se dire, tiens, il faudra faire un pont, il faut faire une route, autant de suite bien la penser. C'est ça, c'est que ce projet des rétablissements a intégré toutes les demandes spécifiques des gestionnaires, et c'est une opportunité, effectivement, d'aménagement du territoire. Alors, il y a quelque chose qui est un peu complexe pour nous autres. On a vu l'exemple courant voilà, de ce pont. Alors, le pont est devenu la propriété du conseil départemental, mais c'est Vinci qui doit vérifier et entretenir le pont. Sauf que les routes qui sont après, c'est plus Vinci qui entretient, c'est le conseil départemental. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça, effectivement. Tout le rétablissement, les travaux, la prise en charge financière des travaux de rétablissement est assumée par Vinci, effectivement, et ainsi, en intégrant bien sûr les demandes du conseil départemental ou de l'AMS, l'entretien par la suite, l'entretien superficiel sera pris en charge par le gestionnaire, mais par contre, effectivement, l'entretien de l'ouvrage d'art, du pont, restera à la charge de... Juste le pont. Juste le pont. Et les rambardes ? Les rambardes resteront à la charge du conseil départemental, voilà, ou de l'EMS. Je voulais qu'on fasse ce petit peu parce que c'est très particulier. Autre chose que j'ai découvert, il y a les routes nationales, routes départementales, et il y a les RM maintenant, qui sont les routes métropolitaines. Là, encore une fois, c'est le législateur qui a donné compétence aux métropoles de la voirie, qui anciennement était une voirie départementale. Mais qui va entretenir les RM, les routes métropolitaines ? L'Eurométropole. C'est l'Eurométropole. C'est l'Eurométropole, avec une aide financière du département qui est quand même relativement conséquent, qui est de 3 millions d'euros par an. D'accord. Et donc, c'est 233 km de routes départementales qui ont été transférées à l'Eurométropole depuis le 1er janvier 2017. Et nous avons un cas bien particulier où le COS est en plein sur la limite Eurométropole département, c'est-à-dire la RD qui va de Ittenheim à Braunschweig. Comment on fait ? C'est un intervenant en plus, en fait, dans ce cas-là, pour vous. C'est qu'il y a et le département et la métropole. Mais pour nous, c'est une chance. Nous avons la chance de travailler en partenariat avec ces deux gestionnaires, en particulier avec les équipes d'Étienne Burger. Et effectivement, cette étroite collaboration entre ces deux gestionnaires nous permet une mise au point plus facile sur les plannings. Une petite question, Étienne Burger, en tant que conseiller départemental, forcément, vous connaissez un petit peu toutes les communes, etc. Il se murmure que certains maires poussent actuellement, à quelques jours des élections, pour qu'il n'y ait pas trop de coupures de route. Vrai ou faux ? C'est une vérité, mais je pense que, de manière générale, une période électorale est toujours plus sensible, et les élus locaux, autant que faire se peut, veulent limiter les motifs de perturbation que j'appellerais extérieurs et les polémiques souvent stériles sur le sujet. Au moins vous êtes franc d'avoir répondu à ça, donc ça veut dire que ça freine un petit peu, mais après le 22 mars, ça repartira. Je voudrais qu'on termine avec vous ces deux routes qui vont faire l'objet de fermeture très prochainement. Alors regardez ces photos, c'est la RD 622 qui nous concerne. La route change de place. Alors ça c'est intéressant, Vincent Lebros, c'est que on déplace la route, donc ça veut dire quoi ? On en fabrique une autre à côté, le temps de... C'est ça, on a privilégié donc la construction de l'ouvrage d'art, comme on le voit sur la photo, en parallèle de l'ancienne route, de telle sorte qu'on limite les perturbations routières, et on va rétablir, donc on va construire une nouvelle route, et il y a uniquement les deux zones de raccordement qui perturberont et qui nécessiteront une fermeture. C'est cet autre exemple-là qu'on voit également, c'est entre Félixheim et Fétisheim, la RD 31 ? C'est ça, tout à fait. Alors, ça veut dire qu'on crée une route, donc on met de l'enrobé, j'appelle ça moi bitume, mais évidemment, le terme technique, c'est de l'enrobé, le temps de pouvoir terminer l'ouvrage, et après, l'enrobé, on les réenlève. Alors ça, effectivement, dans les cas où il y a des déviations, on a fait sur la RD 31, il y a une déviation qui a été mise en place de telle sorte que l'ouvrage d'art soit construit sans gêne. On va maintenant faire le petit bout manquant entre la déviation mise en place et l'ouvrage d'art, et ensuite on démolira cette déviation. Voilà comment ça se passe, regardez, ça a l'air tout simple sur le papier. Il y a une complexité, bravo en tout cas de travailler parfaitement bien ensemble. Merci Étienne, ça a été un plaisir. Vincent, bonne route avec vos équipes, il reste quand même pas mal de points à faire. Si vous avez des questions, vous avez ce mail qui s'affiche à l'écran. Quant à nous, on se retrouve pile poil dans un mois pour d'autres nouvelles du COS. Salut.